Il existe un film méconnu qui met en scène le couple Warren et qui, comme Conjuring 3, relate une affaire célèbre, celle d'Arne Cheyenne Johnson, un homme qui aurait tué sous l'emprise du diable. Film que j'ai découvert grâce à Pierre qui se joint à moi pour vous conter l'histoire de ce film oublié. Je t'ordonne, esprit démoniaque, de quitter cet enfant et de retourner en enfer. Je t'ordonne de me dire qui tu es. Dis-moi ton nom. Pierre, merci d'être avec nous, tu nous as déniché un trésor, donc toi t'es fan de Cinéma Bis, t'animes le ciné-club La Grotte Chaude, t'as également ta chaîne La Caverne de Pierre, et là, tu viens nous conter l'histoire de ce film perdu que t'as réussi à retrouver. Ouais, j'ai acheté la VHS d'occasion sur internet auprès d'un très sympathique monsieur. C'est une VHS qui nous vient du Canada, qui a été produite en 1987. Moi je suis fan parce que les VHS, j'ai vite fait connu ça, mais les emballages comme ça, c'est un bel objet qui pourrait revenir à la mode, j'adore. Il pourrait revenir à la mode, mais j'ai découvert en numérisant la cassette que les VHS en fait ont une durée de vie de 35 ans. Celle-ci ayant été produite en 1987, l'image en fait est devenue toute verte. Et alors ce film, qu'est-ce qu'il a de particulier? Ce qu'il a de particulier, c'est que dans cette version, le meurtrier est incarné par nul autre que le grand Kevin Bacon, la star de Footloose, Tremors, Hollow Man ou encore Hypnose, que tu n'as peut-être pas vu, mais que... C'est un peu le sixième sens version grunge. Vous l'aurez compris, ce film est relativement introuvable sur le marché. On va l'explorer ensemble, on va surtout s'amuser à voir un peu les différences entre Conjuring 3, ce film et l'histoire vraie, ce qui s'est réellement déroulé. C'est vrai. En 2013, la Warner Bros débarque et transforme les Warren en stars du cinéma d'horreur. Leurs enquêtes deviennent une franchise de films à succès et film après film, les scénarios supposément inspirés d'histoires vraies deviennent de plus en plus fantaisistes. Sur grand écran, les Warren deviennent des icônes. Incarnés par les très fringants Patrick Wilson et Vera Farmiga, ils sont beaux, ils sont honnêtes, valeureux, gentils et prêts à tous les sacrifices. Quand on compare avec ce qu'on sait du couple dans la vraie vie, il y a un très grand écart. Bref, vous l'aurez compris, les Warren au cinéma, ce sont les Avengers de l'horreur, suivis de très près par Russell Crowe. Déjà, j'aime la saga Conjuring, il y a un côté blockbuster horrifique assumé avec à chaque fois au moins une séquence efficace et on s'ennuie rarement devant. En regardant Conjuring 3 par exemple, je dois avouer que je n'ai pas boudé mon plaisir malgré les nombreux défauts du film. Visuellement, c'est très soigné et hyper généreux, mais l'histoire vraie sur laquelle se base le long métrage de Michael Chavez n'est en fait qu'un prétexte pour développer le lore de la saga et il ne reste plus grand chose de vrai dans toute cette histoire. Bref, sur cette chaîne, j'aime vous raconter des histoires extraordinaires qui touche aussi à la pop culture, et ça tombe bien parce que le film dont on va parler dans cette vidéo est une adaptation bien plus fidèle de l'histoire d'Arne Cheyenne Johnson que ce qu'on peut voir dans Conjuring 3. Je crois en Dieu, par conséquent je crois en l'existence de celui qu'on appelle le diable, ou encore le démon. N'importe quoi. Ed et Lorraine Warren sont des noms incontournables dans le monde de la chasse aux fantômes, on peut même dire que ce sont aujourd'hui les plus célèbres, beaucoup de leurs enquêtes ayant défrayé la chronique pour ensuite arriver au cinéma. Mais ils ont également essuyé pas mal de polémiques. Lorraine, issue d'une famille catholique, peut selon elle voir l'aura des gens depuis ses 8 ans. Elle passe ensuite des années à garder ses dons secrets et poursuit ses études dans une école catholique. En gros, dès l'enfance, elle baigne dans le surnaturel et c'est pareil pour Ed. Lui, il assure avoir vécu dans une maison hantée de ses 5 à 12 ans. Il se souvient notamment d'une nuit où, à 3 h du matin, il a entendu la porte de son placard s'ouvrir et il a vu une forme sphérique avec le visage d'une vieille femme à l'intérieur en sortir, puis provoquer des bruits dans sa chambre et faire chuter la température. C'est une vision à la Twin Peaks. Les deux se rencontrent à l'âge de 16 ans et s'ensuit une histoire d'amour à la fois sentimentale et paranormale puisqu'ils enquêtent chez des familles dans des maisons supposées hantées pour leur venir en aide. Durant leur carrière, les Warren ont selon eux dirigé des milliers d'enquêtes, Ed prétendant avoir assisté à près de 70 exorcismes. Le couple est catholique et leur approche des phénomènes paranormaux et des possessions démoniaques s'inscrit dans la religion catholique, que ce soit pour la reconnaissance des cas paranormaux ou pour éradiquer le mal qui selon eux pèse sur des lieux ou des personnes. Et ça on le remarque bien dans les films de l'univers Conjuring, qui a établi sa toile de fond autour des codes et des symboles catholiques. Ils sont plébiscités par l'église catholique, par les journaux, à la télévision, par le public aussi, mais en parallèle de leur succès, ils essuient régulièrement des critiques.
Leur musée de l'occulte avec des objets supposément maudits est beaucoup critiqué comme une simple attraction lucrative. Leurs enquêtes sont souvent pointées du doigt. Par exemple, l'affaire du poltergeist d'Enfield où Ed Warren affirmait détenir des centaines d'heures d'enregistrements audio prouvant l'existence de poltergeist lors de cette enquête, enregistrements qu'on n'a jamais vus, d'autant que les Warren ont prétendu être au cœur de cette enquête alors qu'ils n'y ont joué qu'un rôle mineur puisque ce sont Maurice Grosse et Guy Lyon Playfair qui ont véritablement couvert ce cas, pour ne citer que cet exemple rapide. Il y a des vidéos dédiées à ces affaires si vous voulez tous les détails, mais je vous en parle pour rappeler que les Warren sont ambivalents. Je pense qu'ils étaient sincères dans leur démarche, en tout cas au début, pendant un long moment, mais il y a aussi beaucoup de zones d'ombre dans leurs affaires. Surtout, on leur reproche souvent de courir non pas après les démons à exorciser, mais après l'argent et la célébrité. Bref, il ne s'agit pas d'essentialiser en disant qu'ils étaient tout gentils ou tout méchants, hein. C'était des humains avec leur part de bonnes et mauvaises actions comme vous et moi. On n'est pas là pour juger le passé, mais vous voyez avec tout ça qu'on est loin de la représentation finalement assez lisse des Warren de la saga Conjuring. Et Conjuring 3 a vraiment suscité beaucoup de critiques quant au traitement de l'histoire dont elle s'inspire, parce que vous allez voir qu'on est loin de la réalité, mais surtout que le film attribue à tort le beau rôle aux Warren. En 1980, à Brookfield, dans le Connecticut, David Glatzel, un jeune garçon de 11 ans, se dit attaqué par un être démoniaque. Les descriptions qu'il donne sont glaçantes. Il voit un vieil homme aux yeux noirs, ressemblant à une bête, avec des cornes pointues et des dents acérées. Les phénomènes paranormaux autour de David s'intensifient et la famille Glatzel, terrifiée, fait appel aux célèbres enquêteurs du paranormal, Ed et Lorraine Warren. Les Warren interviennent et diagnostiquent rapidement une possession démoniaque. Pire, le pauvre serait possédé par 43 démons, c'est une cohorte infernale, une légion. Plusieurs exorcismes sont alors pratiqués et c'est au cours de l'un de ces rituels qu'Arne Cheyenne Johnson, c'est le fiancé de la sœur de David, décide de défier le démon et lui demande de le posséder à la place de David. Et après l'intervention des Warren, tout semble s'améliorer, on est alors en novembre 1980. Arne et sa fiancée Deborah s'installent dans un appartement loué à un certain Alan Bono. Ils passent quelques mois à peu près tranquilles, même si le comportement de Arne est décrit comme de plus en plus étrange, et en février 1981, le drame arrive. Arne accompagne Deborah ainsi que Wanda, la petite sœur de sa fiancée, et Mary, la cousine de Deborah. Ils vont tous au chenil d'Alan Bono. Alan les invite tous à manger au bar local, et là-bas, ils auraient beaucoup bu, puis de retour au chenil, une dispute éclate entre Arne et Alan. Arne se met à grogner, l'ambiance devient vraiment étrange et puis elle dérape. Arne poignarde à mort Alan avant de prendre la fuite, sauf qu'il est rapidement arrêté. Lorsqu'il est arrêté, il est complètement déboussolé. Au tribunal, son procès commence et pour la première fois dans l'histoire judiciaire américaine, la défense plaide la possession démoniaque comme cause du meurtre. Il était possédé par des démons au moment du crime. C'est déjà incroyable, mais ce qu'il est encore plus, c'est que Ed et Lorraine Warren soutiennent cette version. Ça attire évidemment les foules et l'attention médiatique, sauf que le juge rejette cette défense. Il considère que Arne est coupable d'homicide au second degré. Il est alors condamné à 20 ans de prison et il ressort au bout de 5 ans. Et derrière l'affaire judiciaire, il y a une controverse qui éclate parce que les Warren sont accusés d'exploitation, en particulier par le frère de David, Carl Glatzel Jr., qui prétend que la soi-disant possession n'était qu'une exploitation de la maladie mentale de David. En gros, depuis le début de cette affaire, les Warren auraient interprété les événements à leur sauce, selon ce qui les arrangeait. Dans la version de Conjuring 3, l'affaire réelle est vite expédiée. Le film démarre sur les chapeaux de roue avec l'exorcisme spectaculaire de David Glatzel que les Warren tentent de délivrer du mal. Les murs se fissurent, le gamin se tord dans tous les sens et ça pète de partout façon Michael Bay. Cette séquence est bien entendu très exagérée, mais c'est vraiment immersif. Personnellement, j'étais dedans et globalement le scénario reprend les très grandes lignes de l'histoire vraie avec Arne qui demande au démon de le posséder à sa place, suite à quoi il va de plus en plus mal. Son proprio tape l'incruste chez lui et colle d'un peu trop près Deborah, mais le film montre que Arne rentre surtout dans une forme de psychose induite par le démon.
et pense que Alan veut s'en prendre à eux à cause du démon qui manipule sa réalité et lui provoque de terribles hallucinations. Hallucinations qui vont jusqu'à le conduire à assassiner son propriétaire. Suite à ça, Ed et Lorraine passent le film à chercher des preuves qui permettraient de faire valoir en justice que Arn était bien sous l'emprise d'un démon. L'enjeu est donc de dépasser le cadre religieux pour avoir une reconnaissance d'ordre légal. Du coup, c'est un enjeu qui est plutôt intéressant dans les problématiques que ça pourrait développer. On pourrait un peu rentrer dans les débats croyances, sceptiques, un peu comme ce qu'avait pu faire par exemple le film L'Exorciste. Sauf qu'en fait, ça sert juste à développer l'histoire de l'univers de la saga en révélant au grand jour un culte satanique, les disciples de Ram, qui est un culte fictif. Les Warren découvrent que tout part d'une sombre malédiction qui finit par les rattraper. Et je trouve que le film utilise toute la palette de l'iconographie catholique, alors aussi bien dans son scénario qui oppose les forces démoniaques aux forces du bien incarnées par les Warren, que dans les phénomènes surnaturels qui découlent tous d'une possession ou bien de capacités démoniaques telles qu'elles sont décrites historiquement dans la religion chrétienne, adaptées ici à des situations contemporaines. Le film s'éloigne clairement des faits réels autour d'Arn Shane Johnson, et oui, on regarde un film et pas un documentaire, et j'ai plutôt aimé le film qui est divertissant, qui, si vous aimez la saga Conjuring, développe justement le lore un peu autour et crée son identité propre. Et puis rien que pour le fait d'avoir revu John Noble dans un rôle, je suis content de l'avoir vu. Mais vous voyez qu'on part très rapidement, très loin des faits réels dont s'inspire le film, après quoi 15 minutes de film à tout casser. Ce qui nous amène au film oublié des dossiers Warren qui s'inspire de la même affaire. Extra! Et maintenant que vous avez tous les éléments en tête, on va explorer ensemble pourquoi il est vraiment très réussi en tant qu'adaptation, un peu moins en termes de film divertissant. Oui, il était possédé par un démon. Et nous irons aussi loin que nous pourrons pour convaincre le jury et la cour, pour démontrer que cet enfant était sous l'emprise d'un démon, et qu'il était en plein envoûtement lorsqu'il a frappé Monsieur Rousseau. Un démonologiste? Ils disent qu'ils ont des preuves, et que le diable a obligé Kenny à tuer. Ils n'ont pas de preuves. Mais je suis pas sûr qu'il ait tout à fait tort. Ce téléfilm de 1983 de NBC TV couvre les mêmes événements que le troisième film Conjuring, mais de manière très différente. Déjà, au moment où il est réalisé, Arn vient à peine d'être condamné, et il est encore en prison. En plus, il n'avait pas les droits pour utiliser la matière de cette histoire vraie, puisque c'était les Warren qui les détenaient et en avaient négocié l'exclu total. Du coup, les noms des protagonistes sont tous différents. Arnie devient Kenny Miller, il est joué par un jeune Kevin Bacon, et le film commence d'ailleurs par son arrestation. Ed et Lorraine Warren deviennent Guy et Charlotte Harris, et les autres personnages récurrents sont l'avocat Anthony Marino et Joanne Greenway, une journaliste athée. Bonjour, maintenez-vous votre position vis-à-vis de ce jugement, à savoir que toute personne qui serait de loin ou de près possédée ne peut être une meurtrière. Absolument, il faut bien savoir qu'une personne qui est possédée n'est plus maître de ses faits et gestes. Il est impossible pour n'importe quel individu, même s'il le désire, de refuser les ordres qui lui sont donnés par le démon qui l'habite. Sérieusement, croyez-vous que le diable existe? Et du point de vue de l'Église et des catholiques, dont je fais partie, si nous acceptons l'existence de Dieu, il nous faut aussi accepter celle du diable. Oui. Et un sondage national nous prouve, après 15 mois d'analyse pour le journal La Croix, que 34% de la population actuelle est persuadée que le diable existe et qu'il peut influencer sensiblement nos faits et gestes, prouvant ainsi son emprise. De plus, une partie des catholiques voit dans chaque acte de démence la preuve de l'existence du diable et des démons quels qu'ils soient. Une dernière question, je vous prie. Non, je suis désolé, l'audience va commencer. Après une scène d'ouverture au tribunal où Marino tente de plaider la possession démoniaque comme défense, rejetée par le juge, les reporters assaillent l'avocat. Et là, Guy Harris déclare solennellement que ce n'est pas une simple affaire de meurtre et que le combat se joue littéralement entre le diable et l'humanité. Maître Marino, que pensez-vous de l'attitude du juge? Il entrave la bonne marche de l'instruction. S'il pense que les preuves que nous lui apportons n'en sont pas, son attitude nous prouve au contraire sa position réactionnaire. Mais vous avez déclaré que votre plaidoirie serait une première dans les annales de la justice. Effectivement, je l'ai dit. Et j'irai jusqu'au bout pour défendre ma cause. Merci, excusez-moi. Monsieur Harris! Je crois que nous allons devoir livrer une dure bataille. Ce procès n'est pas le procès d'un meurtre, mais plutôt l'ultime combat entre le diable et la race humaine. À partir de là, la quasi-totalité du reste du film est un flashback se concentrant sur la famille Frazier, l'équivalent des Glatzel, dont le plus jeune enfant, Brian, est possédé par la bête. Ce qui est super intéressant, c'est que lorsque les Warren demandent au prêtre du coin de prévenir l'évêque, eh bien, le prêtre refuse. Il pense que les Warren concluent trop vite à une possession démoniaque, et il explique qu'on ne détermine pas un cas de possession à la légère dans l'église, et que ceux qui sont considérés comme étant authentiques sont extrêmement rares. En fait, ça m'a vraiment rappelé le prêtre dans le film L'Exorciste justement, qui aborde le cas avec prudence et scepticisme. Ah, et d'ailleurs les Harris, en prennent un peu pour leur grade dans le film. Chère Madame Fraser, mon idée première est bien la bonne. Brian est un psychotique.
Monsieur Harris, accepteriez-vous d'en discuter dehors? Monsieur et Madame Harris, je dois vous avouer que vous m'avez impressionné. Expliquez-vous, mon père. Vous avez entendu parler de vous et de votre grande science que vous appelez communément la démonologie. Je suis démonologiste. Charlotte est parapsychologue. Peu importe. Qu'est-ce qui vous a impressionné, mon père? C'est la manière dont vous avez pu faire croire que cet enfant est possédé du démon. Pourquoi avez-vous une telle attitude? J'ai passé une partie de la nuit avec le jeune Brian et croyez-moi, je n'ai jamais vu une chose pareille. Cet enfant est possédé. On vous a peut-être dupé. C'est votre dernier mot, mon père. Non. Oh. Sachez une chose, Monsieur Harris, on peut tromper l'évêque, mais pas Dieu. Bon, en tout cas, le jeune Brian a l'air un peu perturbé. Et pour essayer de le calmer, on a droit à une première tentative d'exorcisme qui échoue. Et quelques moments flippants assez réussis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Celui-là est pour toi. Le dernier pour Dieu. Mais nous sommes 22. Peut-être plus. L'histoire se concentre ensuite sur Kenny qui invite le démon en lui. Tu vas libérer Brian! Viens en moi! Viens en moi, tu m'entends? Ce qui est intéressant, c'est qu'on passe dans une toute autre partie du film. La première est vraiment orientée horreur et possession, et dans la seconde, on change complètement d'ambiance. On a un genre de pseudo-triangle amoureux assez malsain, où Philippe, le patron de la petite amie du personnage joué par Kevin Bacon, se fait de plus en plus envahissant. J'en ai marre que tu passes ton temps avec ce type. C'est lui le patron, comprends-le aussi. Mais il agit comme s'il vivait avec toi! Il est mon patron, c'est tout. Eh ben je vais lui montrer, moi, qui est le patron! Jusqu'à ce que Kenny ne commette l'irréparable. T'as dragué ma femme! Le procès est complètement éludé et c'est dommage parce que ça aurait pu être vraiment intéressant. À condition que ce soit bien fait et pas trop chiant, ce qui n'est clairement pas le cas ici. La Cour semble avoir pris position, bien que nous n'ayons encore présenté aucune preuve. Rien que sur ce point, je n'ai exclu que les preuves qui sont basées sur les faits dont nous n'avons aucune certitude. Dites-moi, avez-vous souvent plaidé pour un client démoniaque? C'est le premier point que j'aimerais éclaircir avec vous. Deuxième chose, j'ai reçu une note du parquet dans laquelle il est spécifié que les insuffisances de preuves, les preuves s'appuyant sur des faits, ne pourraient pas constituer une base assez solide pour que puisse être rendu le verdict par le jury. Et troisièmement, vous enfreignez la loi en ne respectant pas l'article 42 du code pénal qui interdit de faire comparaître à la barre des témoins membres de la famille de l'accusé, et qui plus est, famille qui doit avoir le diable en la personne du petit Brian, et qui prétend que l'accusé n'était pas maître de ses actes au moment des faits, et qu'ils ont vu commettre le crime. Alors, à l'issue du procès, Kenny est reconnu coupable et condamné. Le film se termine par Kenny en prison, se parlant à lui-même dans la nuit. Non, c'est impossible que tu existes. démon. Alors attends, non, ça c'est pas la fin. La vraie fin, c'est le petit Brian qui se balance sur son rocking chair de manière inquiétante pendant le générique. Après une scène au cours de laquelle on a vu qu'il se passait encore des phénomènes étranges chez les Frasier. Une serpillière a essayé d'agresser la mère de famille. Alors, mon avis, c'est que le film sous-entend que Brian est encore possédé. Mais si le démon est toujours dans le gamin, ça veut dire que le personnage de Kevin Bacon est juste fou, et qu'il a tué le patron de sa petite amie juste par jalousie, pas à cause d'une possession démoniaque. On pourrait presque en déduire que ce film accuse Arnie de n'avoir jamais été possédé. Ce serait donc un film qui accepterait en quelque sorte que la possession démoniaque existe, mais pas que les démons puissent passer d'un humain à un autre. Ouais, enfin ça, c'est ton interprétation. Je pense que tu vas peut-être un peu loin. Alors, je sais pas, moi j'ai envie de dire que c'est à vous de voir. The Demon Murder Case, également appelé Brian ou encore La Confrontation, explore davantage la possession initiale et les relations tendues qui ont conduit au meurtre. Et ce qui est étonnant, c'est que malgré tous les événements surnaturels qu'on voit aussi dans le téléfilm, eh bien le téléfilm suggère que c'est plutôt la jalousie et l'alcool qui ont joué un rôle majeur dans le meurtre, et pas la possession démoniaque. Et c'est un point de vue vraiment intéressant parce que dans Conjuring 3, non, c'est juste la possession démoniaque, c'est de la faute entièrement des démons, et ce petit côté un peu ambigu comme ça, inspiré de l'histoire vraie, eh bien, il n'est absolument pas présent dans Conjuring 3, et c'est super du coup de le retrouver dans ce film,
qui a été fait des décennies avant. Mais bon, après je l'ai trouvé vraiment très longué, avec des acteurs assez inégaux, le téléfilm est vraiment beaucoup plus fidèle, mais également beaucoup plus difficile à regarder que Conjuring 3. Il faut dire que les musiques et la mise en scène font vraiment vieillot, et on sent vraiment qu'il s'agit d'un pur produit télévisuel très lisse des années 80. Un enfant utilise toutes sortes de ruses pour attirer l'attention. Brian joue avec toi comme avec un accordéon. S'il te disait qu'il a vu le gouverneur assis au sommet du drapeau national en train de jouer aux billes avec ses crottes de nez, tu le croirais sans aucun doute. Ce qu'il y a de bien avec toi, c'est que tu as le sens des choses. Ah, parce que toi, tu as le sens de la mesure, peut-être. En gros, il a très mal vieilli, et le fait qu'il n'ait jamais été restauré en HD n'aide vraiment pas à l'apprécier correctement 40 ans après sa sortie. Mais voilà, c'est un film qui est, alors que les Warren sont dans les années 80 déjà très populaires, assez critique avec eux. Et il suggère aussi implicitement que le drame est avant tout un fait divers et pas forcément un cas de possession, alors que dans Conjuring 3, on est paradoxalement dans une intrigue rocambolesque qui aurait plutôt eu sa place dans les années 80 en termes de point de vue. Je trouve ça vraiment intéressant à souligner. Voilà, ce film, je vous rappelle que je le connaissais pas du tout avant que tu me le fasses découvrir, hein, parce que t'es passionné de cinéma bis, et justement, est-ce que tu connais d'autres films inspirés de ces affaires? Eh ben oui, figure-toi que j'en ai un, qui m'avait bien fait flipper à l'époque, et qui aujourd'hui ressemble presque à un très long épisode de l'émission Mystère, dont tu as déjà parlé sur ta chaîne. Il s'agit de La Maison Hantée, c'est le titre. C'est un téléfilm basé sur un autre dossier Warren, le cas de hantise vécu par la famille Smurl. Il est un peu plus récent, il est sorti en 1990, une nouvelle incarnation encore des époux Warren qui apparaissent dans le film. N'hésitez pas à suivre Pierre sur sa chaîne La Caverne de Pierre, abonnez-vous, il raconte plein d'histoires assez pop culture, surtout autour de pas mal de sujets pop. Et sur les réseaux, La Grotte Chaude, notamment le compte Instagram, si vous êtes autour de Paris, il y a des ciné-clubs tous les mois. Bonne fin de week-end, salut! Bisous!